Bonjour à tous, j'ai eu de nombreux retours sur le lancement de ma série J'ai lu une étude et j'ai eu en particulier un retour suffisamment récurrent pour m'amener à penser que j'étais face à une sorte de phénomène de mode pas tout à fait rationnel. Ce retour récurrent, pour le résumer, c'était ça ne sert à rien de lire des études, il n'y a que les méta-analyses qui valent quelque chose. J'en ai eu la formulation agressive sur l'air de je clique même pas sur ta vidéo si c'est pas une méta-analyse et la formulation plus positive sur l'air de ah quel soulagement de voir que finalement c'était une méta-analyse. Mais foncièrement, ces deux réactions revenaient à remettre en question les études par opposition aux méta-analyses. Je comprends très bien pourquoi cette réaction existe. Il y a des millions d'études sur tout et le contraire de tout qui sont accessibles à qui veut bien les chercher. Quelque part, quand on s'intéresse à un domaine dans lequel on ne connaît rien, la méta-analyse donne a priori un aperçu relativement exhaustif de l'état de l'art vu par les yeux d'un chercheur du domaine, ce qui est plutôt rassurant. Et je n'ai aucun problème particulier avec le fait de recourir à des méta-analyses, ceci étant dit. Mais je constate que l'engouement pour les méta-analyses est peut-être en train de devenir irrationnel, et c'est une irrationalité qui m'intéresse et m'interroge. Pour le dire franchement, j'ai eu l'impression, à lire certains commentaires, de revenir 30 ou 40 ans en arrière et de retrouver le même engouement médiatique qu'on a pu avoir pour des formules comme selon une étude, boire du jus d'orange au petit déjeuner augmente vos chances de devenir PDG, mais transposé au concept de méta-analyse. Le tout sans que le niveau de compréhension scientifique du grand public ne se soit vraiment affiné au point de lire vraiment des études ou des méta-analyses de A à Z, ni de savoir évaluer même d'un coup d'œil le niveau de sérieux d'un travail scientifique quelconque. Parce que quelque part, normalement, c'est ça la vraie question. Est-ce que le travail est honnête et fiable? Et je vais aller jusqu'à défendre une thèse un peu iconoclaste en la matière. Je prétends qu'il est plus facile de duper un novice avec une méta-analyse mal ficelée qu'avec une étude mal ficelée, et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons une étude mal ficelée. Vous avez un protocole qui est décrit. Si ce n'est pas le cas, il s'agit le plus souvent d'un article d'opinion qu'on trouve typiquement dans certaines branches des sciences humaines. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'avec ce protocole, cette méthodologie, vous pouvez normalement deviner s'il s'agit d'une étude à peu près sérieuse ou pas. Et c'est relativement facile de s'en rendre compte, notamment avec des choses aussi basiques que des échantillons faibles et biaisés, des méthodologies douteuses, des confusions de définitions ou de concepts, par exemple l'utilisation de sondages déclaratifs comme si c'était des vérités mesurables et objectives. Des mauvaises études, je peux vous en citer quelques dizaines de têtes et sans effort sur à peu près tous les sujets qui touchent au féminisme et à pas mal de thématiques woke. Par exemple, l'autre jour, quand on m'a expliqué que les hommes pouvaient donner le sein à des bébés et que c'était prouvé, je suis tombé sur une étude des années 80 qui validait cette observation sur un échantillon très large et représentatif de la population masculine, constitué d'un unique monsieur, victime d'une double maladie rare à qui on avait arraché sur 3 mois de temps quelques gouttes d'un liquide contenant apparemment des traces de lactose. Normalement, il suffit que je vous décrive cette étude, cet échantillon, ce protocole, pour que vous soyez sceptique du travail qui a été fait. Mais imaginez maintenant que je combine ensemble 20 études de cet acabit, que je vous trace une dizaine de graphiques et que j'intitule le tout méta-analyse. Votre échantillon total est toujours bourré de biais, il est toujours rachitique, et en plus la diversité des protocoles risque de vous rendre une conclusion encore plus confuse. Ce qu'on espère généralement d'une méta-analyse, c'est qu'elle corrige, par théorème central limite, des biais dont on suppose qu'ils sont tous aléatoires et indépendants. Si vous voulez, je vais prendre une analogie. Imaginez qu'une étude unique est un chanteur. Il a peut-être ses défauts, il chante peut-être un peu trop haut ou faux, mais si vous le mettez dans une chorale, ce que vous espérez, c'est que les quelques chanteurs qui sont trop hauts seront compensés par quelques chanteurs qui chantent trop bas, afin que l'ensemble vous paraisse mélodieux. Mais si vous recrutez mal vos chanteurs et que vous en mettez trop peu, il se pourrait très bien que votre chorale soit composée finalement de 4 personnes qui chantent toutes comme des casseroles et peut-être même qu'ils ne chantent même pas le même air. Là où je veux en venir, je reviens à la partie statistique de la discussion, c'est que le fait d'étudier plusieurs études n'est pas une condition suffisante pour garantir la qualité du résultat. Si les études en entrée sont médiocres, vous avez beau en mettre des paquets de 30 ensemble, vous n'avez aucune raison d'espérer que la moyenne du tout aura un intérêt quelconque. Et en attendant, le format de la méta-analyse
Et le prestige qu'on confère à ce genre d'études vous donnera un faux sentiment de solidité scientifique. Contrairement à ce que certains de mes auditeurs semblent penser, il y a épisodiquement des polémiques sur des méta-analyses dans la sphère scientifique. De temps en temps, des chercheurs vont jusqu'à se fendre d'une déclaration pour expliquer qu'une méta-analyse interprète mal leurs données ou conclut à l'inverse de ce qui est l'état des connaissances. Je vous mets en description par exemple une lettre ouverte publiée sur Nature contre une méta-analyse sur l'efficacité des régimes alimentaires sur l'obésité. Autre exemple de polémique, vous avez peut-être entendu parler de la méta-analyse sur la Gender Similarity Hypothesis de la chercheuse Hyde en 2005. Cette étude est controversée, notamment pour une raison qui est mathématique et qui concerne un choix de définition. Le choix de ce qui constitue un écart faible entre populations masculines et féminines est un peu gourmand au vu du sujet traité. Nommément, pour Hyde qui fait la méta-analyse, une différence de Cohen's d équivalente à 2 points de QI est considérée nulle, une différence équivalente à 5 points de QI est considérée comme faible et une différence de classe 10 points de QI est considérée comme modérée. Un détail qui permet à l'intéressé de conclure que les différences entre hommes et femmes sont majoritairement faibles. Je vais vous donner un troisième type de problème qui apparaît parfois dans les méta-analyses, le filtrage des études en amont de la revue des données. Si vous étiez un chercheur malveillant, vous pourriez trouver une raison en apparence technique d'exclure quelques papiers de recherche qui ne correspondent pas à votre narration, parfois même avec des choix aussi basiques que les dates de publication. Et si vous n'êtes pas du domaine, il est virtuellement impossible de deviner qu'un papier de recherche a été volontairement écarté d'une étude. Mais bon, même en admettant que cela n'est pas le cas, pour dire qu'une méta-analyse est de qualité, il incombe au lecteur d'ouvrir les études incluses pour se faire une idée de chacune de leurs méthodologies et vérifier que le tout est homogène et que les échantillons sont comparables. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous faites aveuglément confiance aux chercheurs qui ont écrit leur papier de recherche juste parce qu'il y a écrit méta-analyse dans le titre. Et vous ne devriez pas faire aveuglément confiance. Des critiques de la qualité des méta-analyses, vous en trouvez dans à peu près tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de l'orthopédie, des chercheurs ont observé des défauts méthodologiques critiques dans 18% des méta-analyses. Dans le domaine des soins intensifs, une étude conclut que seulement 31% des méta-analyses souffrent de défauts méthodologiques mineurs qui permettent de les juger de qualité. Les défauts des méta-analyses sont visiblement d'autant plus criants que les auteurs sont liés à des industriels. Une intéressante étude sur le sujet montre que les méta-analyses d'auteurs non affiliés sont significativement plus qualitatives et plus modérées dans leurs conclusions que les méta-analyses réalisées par des industriels. Et ce point est particulièrement important pour les méta-analyses parce qu'au moins sur le plan médical, la réalisation de méta-analyses semble être une obsession industrielle. Dans une étude de 2016 qui constate déjà l'explosion de la production de méta-analyses, le professeur Ioannidis s'intéresse en particulier au cas des antidépresseurs. Il relève sur PubMed entre 2007 et 2014 un total de 185 méta-analyses. Sur cet échantillon, 29% des méta-analyses étaient écrites par au moins un employé d'un industriel fabriquant le produit étudié et 79% avaient un lien financier quelconque avec un industriel pharmaceutique. Avec des auteurs de ce type, seuls 31% des méta-analyses incluaient une réserve sur l'efficacité des produits étudiés dans l'abstract, une proportion qui était 22 fois plus faible pour les méta-analyses produites par des employés du fabricant du produit. Que doit-on conclure de tout ceci ? Eh bien que si les bonnes méta-analyses apportent une contribution solide à des domaines de recherche, les mauvaises n'en existent pas moins et les conflits d'intérêts pullulent. Je suggérerais donc, peut-être à rebours d'une partie de la communauté zététique, de ne pas faire de l'appellation méta-analyse un gage de qualité au-delà de tout soupçon. D'autant plus que tout ce qui a du prestige attire des faussaires. S'il est prestigieux de publier des méta-analyses parce que le grand public les considère comme des preuves absolument fiables, alors vous aurez fatalement, et peut-être de plus en plus, des industriels ou des lobbyistes peu scrupuleux pour s'engouffrer dans cette brèche. En matière de méta-analyse, je crois qu'il faut résister à l'appel de la paresse qui nous incite à nous reposer sans crainte sur ce format d'étude. Je suis le premier à les lire, je vais même vous faire prochainement une présentation d'une méta-analyse sur le paradoxe norvégien, mais l'étiquette méta-analyse n'est pas une garantie absolue. Et le fait qu'il existe des méta-analyses ne dispense clairement pas de lire des études standards. Donc,
Pour mon format j'ai lu une étude, oui, ça va s'appeler j'ai lu une étude, ça ne va pas changer et vous aurez les deux, les études et les méta-analyses en fonction du sujet traité, en fonction de ce que je considère être une source de qualité. Je vous indiquerai mes réserves sur la méthodologie quand je présente et j'ai envie de vous proposer pour l'année qui vient de vous former petite touche par petite touche à ce qui fait une bonne ou une mauvaise étude. Ce sera plus long que de rajouter le mot-clé méta-analyse dans Google, forcément, mais j'aurai contribué à élever le niveau d'exigence du grand public en matière de science. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter, pensez à soutenir mon travail sur Tipeee ou en passant faire un tour aux éditions Carmin. Prenez soin de vous et à bientôt.